Allez, on parle immobilier maintenant dans le format du Club des experts immobiliers. Alors l'autre jour, H24 titrait le retour du Club expert immobilier avec quelques changements quand même. Donc on va regarder qui est avec nous aujourd'hui. Il n'est pas en plateau, mais il est en duplex depuis la région bordelaise où il se trouve actuellement. C'est Philippe Depoux, le président du directoire de la Française REM. Ça, il fait partie des historiques. Il fait également partie des historiques et il est avec nous. C'est Éric Costra, le président de Perial. Et puis, de nouvelles têtes, Laurent Fléché qui est déjà venu sur ce plateau mais dans d'autres émissions, le président de Primonial REM, futur président du groupe Primonial après la cession de l'activité de distribution au groupe Ristal, ça devrait être normalement à la fin du mois d'après ce que nous avait dit Stéphane Vidal. Laurent Fléché donc avec nous, donc actionnaire de Primonial REM France, patron donc de Primonial REM, et avec nous également le petit nouveau, le nouveau directeur général d'Amundi Immobilier, Antoine Aubry. Alors, nouveau plateau, pourquoi ? Parce qu'il se passe pas mal de choses d'un point de vue au niveau des sociétés de gestion. Vous le voyez régulièrement dans le mercato de Georges Delataille. Donc, juste, je vais vous poser des petites questions justement sur vos boîtes. Je vais commencer avec vous, Philippe. On a vu qu'il se passait des choses au niveau de la Française, avec des rapprochements de sociétés de gestion. Est-ce que ça impacte la Française REM ? Non, ça n'impacte pas la Française REM au sens où nous restons au sein du Crédit Mutuel la seule compétence, si je peux dire, de gestion d'actifs en immobilier. Ok, Laurent Fléché, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez annoncé l'autre jour le départ de Grégory Frappé, qui était notre interlocuteur traditionnel, Grégory, qui quittera Primonial REM France le 1er septembre prochain. Vous avez choisi son successeur ? Son successeur va arriver fin août, tout début septembre. Alors, il sera annoncé à ce moment-là, mais c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Ok, eh bien, je vais donc maintenant tourner vers Antoine Aubry, qui remplace Marc Bertrand à la tête d'Amundi Immobilier. Vous avez intégré Amundi Immobilier à l'automne dernier. Juste, comme on ne vous connaît pas bien, vous nous parlez un peu de votre parcours professionnel ? Alors, très rapidement, c'est 18 ans d'immobilier. Une bonne partie passée dans les transactions, donc à faire des investissements immobiliers. Et la deuxième partie de ma vie immobilière, c'est passé dans les fonds. Gérer des fonds immobiliers à destination de la clientèle des particuliers et certains fonds pour la clientèle institutionnelle. Ok, alors ça c'était chez AXA. Des fonds, c'était plutôt des OPCI. Aujourd'hui, on va plutôt parler de SCPI. Donc quand vous êtes arrivé chez Amundi, vous êtes rentré dans le vif du sujet des SCPI. Quand vous voyez ce produit, vous en pensez quoi ? Alors c'est vrai, plutôt une expérience dans l'OPCI, mais depuis un an, je découvre un produit qui a démontré une énorme résilience en fin de compte, puisque c'est aujourd'hui le produit pierre-papier qui a traversé plus de crises financières et qui a toujours su démontrer sa capacité à servir un revenu, et qui est d'ailleurs le contrat numéro 1 passé entre les sociétés de gestion et les porteurs de parts de SCPI, donc un produit extrêmement résistant. Éric Costra, du neuf chez Perial ou pas ? Toujours, je suis là aujourd'hui et je serai là demain. Le chef des sociétés indépendantes. Et nous avons recruté un nouveau directeur financier et des fonds immobiliers qui vient de chez Voisin. Ok. Allez, on attaque tout de suite parce qu'on a d'importants sujets. On va donc maintenant regarder, si vous le voulez bien, le sujet de la liquidité. Donc, je plante le décor. La SPIM nous dit, fin décembre 2023, qu'il y a 2,1 milliards de parts en attente. La SPIM nous a dit qu'on était passé à 2,4 milliards à fin mars. On va faire un petit tour de table rapide avec une question simple. Deux questions simples, on va dire. Est-ce qu'il y a de la collecte chez vous ? Sur quel type de produit ? Et comment évoluent les parts en attente ? Philippe, je commence avec vous. Alors, sur les parts en attente, nous avons un peu plus de 700 millions de parts en attente sur nos différentes SCPI. Ce que je peux vous dire, c'est que cette tendance est à la stabilisation depuis le début de l'année. Assez classiquement, le gros des troupes, si je peux dire, c'est de l'institutionnel qui, en lien avec les sociétés civiles, en part en UC. Donc stabilisation autour de 700 millions plus. Et en ce qui concerne la collecte, nous avons toujours de la collecte sur à peu près l'ensemble de nos véhicules dans des proportions bien inférieures, on va dire, à l'année dernière et à l'année d'avant. Et notamment, notre collecte est assez dynamique sur notre SCPI santé, sur notre SCPI locaux d'activité et sur notre SCPI européenne.
Laurent Fléché, la situation chez Primonial REM. Même chose, des situations très, très diverses en fonction des classes d'actifs. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, une grande différence entre une SCPI Primopierre sur le bureau et Primovie sur la santé, par exemple. Nous continuons de collecter sur Primovie. Les parts en attente de cession sur Primovie sont beaucoup plus faibles que celles que l'on peut avoir sur Primopierre ou sur le résidentiel actuellement. Donc vraiment, et je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler, un focus différent sur les différentes classes d'actifs, l'immobilier alternatif, s'en sortant mieux que l'immobilier de bureau aujourd'hui. Antoine Aubry, la situation chez Amundi qui a pour caractéristique d'être plus liée à des réseaux bancaires que la française ou Primonial qui ont plus de la distribution externe. Alors le constat est assez équivalent. Hein. Les fonds à thématique type santé, effectivement, offrent un véritable appétit pour les investisseurs. Là où les fonds plus diversifiés avec une pondération bureau montrent effectivement des parts en attente. Après, sur des montants qui restent quand même assez négligeables, limité, sur les parts en attente. Mais oui, il y a bien un constat très différencié suivant la thématique des fonds. Éric Cosra, Impérial. Alors, marché secondaire, on note une stabilisation au premier trimestre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas de parts en attente supplémentaires, donc il n'y a pas eu de panique des associés. Il y a toujours les gros porteurs institutionnels, fonds de fonds, qui sont inscrits et qui bloquent le registre de cession. Et en ce qui concerne les transactions, nous avons eu un premier trimestre qui était plutôt calme et on assiste à un rebond depuis le mois d'avril avec surtout des collègues sur PFO qui est notre SCPI diversifié. Ok. Alors, départ en attente, donc j'entends grosso modo, vous êtes des acteurs importants du marché, donc vous êtes à peu près en ligne avec le marché, donc une stabilisation, il n'y a pas d'accélération de la part des porteurs qui veulent sortir. On avait dit de toute manière dans cette émission que le sujet majeur de 2024 pour les grosses SCPI, ça serait le sujet de la liquidité. On attendait tous, vous espériez, parce que l'association professionnelle avait fait des demandes à l'autorité des marchés financiers de mettre en place un système qui existe d'ailleurs sur une SCPI de la place, qui est Élysée Pierre, qui est un système de SCPI à capital variable avec un marché secondaire où les parts s'échangent pour régler ces problèmes de liquidité, pour régler les problèmes de liquidité par le prix. J'ai regardé avec attention l'immeuble de l'AMF, Palace de la Bourse. Je n'ai pas vu de sortie de fumée. Donc, on va considérer que l'AMF n'a pas entendu les demandes de l'ASPIM. Donc, maintenant, s'il n'y a pas de solution de place qui est gérée par le régulateur, chacun va devoir trouver ses solutions. On a évoqué plein de choses dans cette émission. On a évoqué le passage à capital fixe, on a évoqué le marché de gré à gré, on a évoqué les fonds de remboursement, on a évoqué tout ça. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour essayer de faire en sorte que les prochains chiffres de parts en attente soient en baisse? Éric Cosra, quels sont les choix chez Impérial? Alors d'abord, la liquidité est un souci majeur chez nous. On est bien conscient que l'investissement immobilier est un sous-jacent non liquide, mais nous devons trouver des solutions pour les associés qui désirent sortir des fonds. Et donc nous avons mis en place une batterie de solutions qui vont être votées à l'Assemblée générale sous forme de résolution extraordinaire pour aménager à la fois le marché secondaire, également les différés de paiement, c'est-à-dire de pouvoir utiliser également les capitaux collectés en vue d'un remboursement des fonds. Donc ça, c'est la compensation différée qui a été autorisée par l'autorité des marchés financiers. Tout à fait. Et puis également, de pouvoir également mettre des résolutions et des propositions de Impérial Asset Management, notamment en ce qui concerne, je dirais, de fluidifier et d'éviter les gros porteurs. Voilà, maintenant, on a mis des résolutions à l'Assemblée générale, mais ces résolutions ne pourront être effectives. Il y a donc l'accord de l'autorité des marchés financiers. Le sujet de la liquidité, c'est qu'il faut que l'AMF bouge sur ce sujet-là, parce que à un moment, il faudra que la réglementation évolue de manière à rendre les fonds plus liquides. Et puis la meilleure manière de pouvoir compenser les sorties, c'est la collecte. Et c'est donc le retour de la confiance que nous observons, et donc le retour de la collecte qui permettra effectivement de compenser les sorties des fonds. Philippe, je viens vers vous. La dernière fois en plateau, vous nous aviez indiqué votre souhait d'utiliser l'outil du fonds de remboursement. Vous confirmez ? Tout à fait, puisque Impérial vient de nous donner quelques éléments pour gérer la liquidité.
on a un programme de cession qui est en cours, qui est un programme important puisqu'il vise environ 500 millions de cessions sur l'année 2024. Il est plutôt, on va en parler peut-être tout à l'heure, il est plutôt bien parti. Et donc ce programme de cession, qui est très ciblé sur des petits actifs liquides, rencontre son succès. Il va nous permettre effectivement d'alimenter les fonds de remboursement qui permettront à leur tour de pouvoir alléger les files d'attente. Philippe, ça c'est la décote importante. On va demander aux gens avec des décotes importantes. Alors, je tiens à le préciser, on a aujourd'hui, entre promesse de vente, acte signé et exclusivité, on a environ 300 millions de sécurisés, si je peux dire. Sur ces 300 millions, la différence entre la valeur du prix de vente et de l'expertise additionnée de l'ensemble des actifs concernés, c'est 0,1. D'accord, mais Philippe, la question porte sur la décote pour le porteur. C'est-à-dire, quand on va sortir avec le fonds de remboursement, est-ce qu'on va avoir une décote importante sur le prix de la part? Le fonds de remboursement, il est sur valeur de retrait moins 10%, donc c'est le classique qui sera proposé au fur et à mesure de la rentrée de l'argent issu des cessions. Et le deuxième outil qui est en train d'être mis en place, on en parlera probablement, qui n'est donc pas à la main des sociétés de gestion, c'est que petit à petit, un certain nombre de porteurs institutionnels de parts, de blocs de parts, parlent entre eux pour gérer des sessions de blocs en gré à gré. C'est quelque chose qui commence à se dessiner. Antoine Aubry. Qui permettra... Antoine Aubry, qu'est-ce qui s'est passé, Antoine, aujourd'hui? Comment vous avancez dans vos réflexions chez Amundi Immobilier? Alors notre motivation est exactement comme ce que mentionnait Eric, c'est clairement offrir une solution à ces petits porteurs, parce que même si les montants en soi sont limités, on parle de situations individuelles qui sont parfois extrêmement sensibles. Donc oui, il faut qu'on trouve des outils, on y travaille avec nos partenaires bancaires. Le fonds de remboursement est l'un des outils que nous sommes en train de travailler avec nos partenaires, avec un objectif de pouvoir sortir très vite, modulo les validations nécessaires. Changement de cap? Parce que on va être très honnête, Marc Bertrand, votre prédécesseur, quand on parlait du fonds de remboursement, à la base, il n'était pas super enthousiaste. Et à juste titre. Le sujet, c'est que la réglementation nous permet aujourd'hui de regarder le fonds de remboursement avec un prisme un peu différent, puisqu'on peut y mettre un peu plus de flexibilité ou de modularité dans ses conditions d'exercice. Et c'est cela qu'on cherche. C'est-à-dire que là où hier, vous utilisiez le fonds de remboursement en prenant les investisseurs, suivant leur ordre d'arrivée dans la liste d'attente, aujourd'hui, il y a une capacité à essayer de servir plus de porteurs et donc vraiment résoudre beaucoup plus de solutions grâce à l'évolution de la réglementation. Et c'est ce sur quoi nous travaillons avec nos partenaires. Ok, donc ça veut dire que c'est plutôt privilégier les petits que les gros en pareille situation. En tout cas, surtout ne pas les laisser sur le côté, ça c'est clair. Laurent Fléché, chez Primonial Rem, fonds de remboursement, pas de fonds de remboursement? Alors, tout faire déjà pour trouver la liquidité, parce que bien évidemment, comme le disait Antoine, il y a des situations personnelles qui sont parfois très difficiles derrière. Donc, tout faire pour trouver la liquidité, mais également ne pas oublier, porteur de parts, également pour du long terme. Et donc, le fonds de remboursement, il faut être très pragmatique. Pour qu'il y ait un fonds de remboursement, il faut du cash. Donc, il faut vendre des actifs. Quand on est, je vais revenir sur l'immobilier et les fondamentaux de l'immobilier, marché bureau, aujourd'hui, il n'y a pas de marché de bureau. Ou quand vous vendez, il y a des fonds opportunistes qui viennent et qui vont acheter avec des décotes très significatives. Et donc, vendre des actifs avec des décotes significatives sur du bureau, est-ce que c'est l'intérêt de tous les porteurs de parts? Nous ne le pensons pas. Donc, il y a d'autres moyens sur ces SCPI bureaux, notamment de trouver de la liquidité via le gré à gré. Et comme l'a dit Antoine, travailler, mais même Philippe l'a repris, travailler également sur les gros porteurs pour trouver de la liquidité sur cette partie-là. C'est moins vrai sur la partie santé ou commerce, où là, sur des actifs plus petits, il y a un peu plus de place pour des cessions à des prix de valeur. Est-ce qu'on pourrait envisager une amélioration du nombre de parts en attente par le fait que des institutionnels ou des porteurs, je pense notamment aux fonds de fonds, se retirent du carnet d'ordre en se disant finalement j'y suis allé, j'ai joué en me disant je vais être le premier à toucher le jackpot, à sortir, maintenant que je suis coincé, finalement, est-ce qu'il y a des débats où on se dit j'ai entendu le gré à gré, mais est-ce qu'il y a on peut envisager que certains institutionnels disent finalement vu les nouvelles conditions de marché, je vais peut-être garder mes parts? Les débats ont eu lieu. Et malheureusement, je note un comportement des institutionnels qui est assez hermétique et qui souhaite rester et ne souhaite pas vendre avec des cotes.
et donc bloque les marchés secondaires. Et c'est regrettable que vous avez d'un côté de la sagesse des épargnants qui comprennent que la situation n'est pas opportune pour pouvoir l'épargne, et des institutionnels qui devraient être beaucoup plus professionnels et qui, au fond, avec ce sujet-là, font du mal à la profession et aux produits SCPI, et qui restent bloqués malgré des tentatives de trouver des solutions. Ok, un point sur le marché immobilier. On vient de parler de ces sujets de liquidité avec les différentes solutions, avec des résolutions qui sont présentées en Assemblée générale. Antoine, je voudrais qu'on fasse un point où on met le marché immobilier. La dernière fois, Marc Bertrand nous disait pas beaucoup de transactions, mais on commence à constater, quand on vend des immeubles, un peu plus de gens qui sont intéressés, des fourchettes de prix qui sont plus restreintes. Comment vous voyez le marché aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en termes de profondeur, elle reste extrêmement limitée. On voit bien que les volumes transactés sont quand même extrêmement faibles, que les transactions se concentrent sur les actifs de qualité, puisque c'est là où on arrive à réconcilier le plus facilement acheteurs et vendeurs. Puis effectivement, il va y avoir un resserrement sur les actifs de qualité, là où sur les actifs d'une qualité moindre, je pense qu'on est toujours sur des écarts qui peuvent être assez significatifs, et ce qui va faire que d'ailleurs, des vendeurs ne vont plus vendre. Donc c'est ça la réalité du marché, c'est qu'on est encore sur un marché qui est extrêmement sensible. Éric Cossera, est-ce qu'il y a des différences selon les tailles d'actifs ? Oui, il y a des différences. D'abord, dire que nous ne sommes pas vendeurs contraints. Donc, ce qui est important, c'est dire que nous n'avons pas obligation de vendre, et donc en ce moment, les vendeurs sont plutôt notamment dans les grands ensembles avec des décotes importants parce qu'il y a une décote de liquidité. Simplement, c'est que nous vendons une partie des actifs, notamment historiques, et ce qui se vend très bien, ce sont les petits actifs parisiens, où il y a un véritable marché qui vient d'institutionnels privés et de family office. Alors, on est beaucoup plus sur des petits volumes, mais ce qui nous permet, en tout cas nous, puisque ce sont des actifs historiques, c'est l'avantage de Perial d'avoir 55 ans d'existence et de pouvoir vendre des actifs qui sont historiques et de pouvoir à la fois consacrer de la plus-value à la distribution, donc améliorer la distribution des parts, et puis également de pouvoir utiliser les capitaux récupérés pour pouvoir soit se désendetter, soit investir, soit rembourser les associés qui sont inscrits. Philippe, je me tourne vers vous. Vous nous avez parlé de votre plan d'arbitrage. Je voudrais qu'on rentre un tout petit peu dans le détail pour voir un peu la typologie des acheteurs que vous avez en face de vous. Et est-ce qu'ils cherchent des immeubles entre guillemets traditionnels, ou est-ce qu'ils cherchent des immeubles à restructurer, ce qu'on appelle dans le jargon du value add ? Alors clairement, nous, dans notre programme de cession en cours, on n'est pas sur du value add, on est sur, je le disais, et c'est ce que disait Eric à l'instant, on est sur des petits actifs taille unitaire. On a aujourd'hui sécurisé 300 millions de cessions à ce stade, c'est 50 lignes. Donc on est sur des tailles unitaires petites, on est plutôt sur Paris, et on a un taux de réponse tout à fait satisfaisant de la part d'une clientèle qui est effectivement plutôt family office, grande fortune. C'est plutôt des gens qui achètent dans des optiques relativement patrimoniales. On n'est pas là sur du value add. C'est ça le cœur de ce qu'on vise. J'ajouterais qu'on est sur des actifs parisiens, effectivement. C'est moins simple en province où l'ajustement de prix n'est pas à la hauteur de ce qu'on pensait. Et donc, nous, c'est simple, on retire de la vente les immeubles qui ne trouvent pas des prix qui sont égaux, au moins égaux, à nos valeurs d'expertise. Parce que l'intérêt, outre de générer du cash pour alimenter les fonds de remboursement et pour avoir d'autres utilisations, on en parlera tout à l'heure, c'est également que ces ventes se font avec de la plus-value. Et ces plus-values permettent de contribuer à la distribution des rendements attendus par nos porteurs de parts. Philippe, une question dans ce que vous me dites, ça veut donc dire que les acheteurs sont plutôt nationaux et il y a peu d'investisseurs internationaux sur le marché actuellement ? Oui, parce qu'on vend des actifs, encore une fois, à taille unitaire très réduite et qu'on est vraiment sur de l'acquéreur local. Alors après, nous, on a des actifs en Allemagne, par exemple, qu'on a essayé de vendre. On n'a pas un grand succès. On a 4 actifs qu'on souhaitait vendre. On en a 2 sur 4 qui ont trouvé acquéreur aux valeurs d'expertise. Et on en a 2, notamment un qui est d'une taille de l'ordre de 100 millions d'euros, à Berlin, et qui n'a pas trouvé acquéreur au prix, donc on l'a retiré de la vente. Laurent Fléché, je me tourne vers vous. Je le disais en vous présentant, comme Grégory quitte ses fonctions, c'est vous qui êtes venu aujourd'hui. Vous êtes le patron de Primonial REM, c'est-à-dire la holding qui chapeaute toutes les sociétés de gestion nationales en France, en Allemagne, etc. Donc, je voudrais qu'on regarde avec vous la vision européenne. Là, on vient de parler du marché français.
Si on regarde au niveau européen, si on regarde les principaux marchés, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit des marchés qui ont réagi avec une forme de décalage dans le temps. Le pays nordique nord, et je mets l'Allemagne dedans, a réagi beaucoup plus vite avec une correction plus forte. Des marchés qui étaient notamment liés au fait qu'ils avaient sans doute plus d'effet de levier également sur ces marchés-là. Et les pays du Sud qui ont plutôt bien résisté et qui continuent de résister plutôt bien aujourd'hui. Après, même chose, toujours le sous-jacent, et je vais me répéter, Jean-François, j'en suis désolé, bureau, ça reste compliqué dans tous les pays européens. Les autres classes d'actifs alternatives, le résidentiel, la santé, le commerce, aujourd'hui, fonctionnent plutôt bien en matière de transactions. Et Philippe parlait de l'Allemagne, on est en train de céder un portefeuille de résidentiel en Allemagne. On a 12 offres au premier tour, ce qui nous permet d'organiser un deuxième tour, et on est au-dessus de la valeur d'expertise. Donc on voit bien, bureau, compliqué, quels que soient les pays européens, les autres classes d'actifs, un portefeuille santé, sur lesquels en Espagne aujourd'hui, sur lesquels il y a une compétition assez significative et qui va partir à des prix qui sont, je pense, parfaitement en ligne avec les valeurs d'expertise aujourd'hui. Alors, quid de la politique d'arbitrage ? Dans ce monde-là, aujourd'hui, vous dites chez Primonial que vous faites quoi ? On sait qu'il y a un programme qui a été officialisé de cession, non pas sur la SCPI, mais sur la SCI Capimo, qui est support de contrat d'assurance vie. Quelle est la stratégie donc de Primonial aujourd'hui dans ce marché ? Alors deux choses. Sur Capimo, un mot, même si l'objet aujourd'hui n'est pas parler des SC mais des SCPI. Sur Capimo, on a un plan d'arbitrage qui est un plan d'arbitrage de 2,3 milliards étalé sur 3 ans. L'objectif pour 2024, c'était 1 milliard. On est aujourd'hui en actifs sécurisés ou sous promesse ou lettre d'offre ferme du deal quasiment terminé à plus de 600 millions d'euros. Donc on est bien avancé aujourd'hui sur ce plan d'arbitrage. Et sur nos SCPI, on a la volonté, mais comme on l'a toujours fait, de faire tourner notre patrimoine, et on a toujours 2-3% à peu près du patrimoine qui est cédé chaque année. Allez, je vais vous poser la question sur Capimo. Plan d'arbitrage 2,3 milliards sur 3 ans. Est-ce que vous vous dites qu'éventuellement, vous pourriez ne pas avoir à l'exécuter ? Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'assureurs qui portent, parce que la différence entre Capimo et les CPI, c'est la liquidité qui est assurée différemment, puisque les assureurs, dans le cadre de la réglementation, portent la liquidité. Et donc ces assureurs aujourd'hui, et nous ne connaissons que les assureurs, parce que nos actionnaires, c'est 15 assureurs en vie, qui sont les associés de Capimo. Aujourd'hui, et quand on discute avec eux, la volonté, c'est de mener à bien ce plan d'arbitrage, et comme je l'ai dit, il est bien parti. Après, si le marché demain redémarre parce que on a une inflation qui est plus forte, une reprise de la collecte, la position des assureurs, donc de nos actionnaires associés de Capimo, pourrait éventuellement évoluer. C'est pas le cas aujourd'hui. Antoine Aubry, quand vous voyez le marché, vous vous dites quoi ? Il faut accélérer les arbitrages ou au contraire, il faut les ralentir ? Alors en fait, aujourd'hui, nos arbitrages ne sont légitimés que si on estime que l'actif ne fait plus de sens dans nos patrimoines immobiliers. Parce que par exemple, lorsqu'on parlait tout à l'heure des logiques de fonds de remboursement, nos fonds de remboursement sont déjà dotés, donc on n'a aucune obligation. D'accord, donc vous n'avez pas besoin de vendre, vous avez déjà fait voter vos fonds de remboursement et il y a l'argent dedans. Exactement. Il ne reste plus qu'à les activer. Voilà. Donc aujourd'hui, les arbitrages, c'est tout simplement des actes d'asset management, comme on le fait régulièrement, qui vont être juste parce qu'on estime que l'actif n'a plus de sens dans le patrimoine. Éric Cosra ? Pareil, je crois on parle effectivement des arbitrages en lumière, mais l'arbitrage fait partie de la mission de la société de gestion et notamment de comment contribuer à la performance des fonds. Donc il y a une rotation du patrimoine qui est nécessaire. Nous avions déjà commencé depuis quelques années avec des plans d'arbitrage qui étaient à peu près de 200 millions par an. Et nous sommes adaptés à la situation actuelle. Donc nous avons réduit la voilure et c'est là où nous vendons uniquement que sur opportunité avec une plus-value dégagée pour permettre de sa distribution. Ok, donc quand on vend, on récupère de l'argent. La question, c'est pour en faire quoi ? Alors j'ai complexifié, pour ceux qui sont fidèles à cette émission, et je sais qu'ils sont nombreux, j'ai complexifié mon QCM. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas pour Philippe et pour Éric, mais j'avais posé la question il y a de cela quelques émissions, quand on reçoit de l'argent, on parlait de collecte, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on l'affecte pour rembourser des parts ? Cela dit, c'est un peu l'obligation, donc on commence d'abord par faire ça. Et puis après, j'avais posé la question, est-ce qu'on l'investit ou est-ce qu'on rembourse la dette ? Maintenant, je vais complexifier mon truc. Quand on vend des immeubles et qu'on a de l'argent, parce que la collecte, on n'en a pas. La collecte nette aujourd'hui, elle est quand même relativement faible. Donc, quand on vend des immeubles et qu'on a de l'argent disponible, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, plus compliqué que la fois précédente, puisque j'ai plusieurs hypothèses. 1, on achète des immeubles. 2, on profite d'avoir de la plus-value pour soigner les distributions. 3, on rembourse les dettes. 4,
on utilise cet argent pour investir dans les immeubles, parce que malgré tout, l'immobilier d'entreprise, il faut mettre un peu d'argent régulièrement pour entretenir, faire évoluer les immeubles, etc. Et 5, on fait du fonds de remboursement. Donc, je ne vais pas vous demander tous vos trucs, vos choix principaux. Donc, je commence avec vous, Philippe, puisque Philippe, vous m'avez dit, on a 500 millions d'arbitrage, on en a déjà sécurisé 300 millions, on a été toujours dans nos valeurs d'expertise, donc on ne vend pas à perte, etc. Avec l'argent que vous récupérez, les priorités principales, c'est quoi ? La priorité principale, c'est le porteur de part actuel. Et donc, la priorité principale, c'est tout ce qu'on peut faire d'abord sur la société. Et en fait, la priorité dernière, c'est d'alimenter le fonds de remboursement. La première chose à faire, c'est de respecter nos engagements. Quand on a de la dette à rembourser, il faut la rembourser. Quand on a des CAPEX lancés, et notamment des CAPEX de vêtement des immeubles, quand on a des actions d'asset management pour pérenniser les revenus locatifs, c'est là-dessus qu'on dirige l'argent. Donc, les CAPEX, le verdissement, les remboursements de dettes, la distribution, et s'il reste de l'argent, on dote le fonds de remboursement. Laurent Fléchier, la stratégie chez vous, parce que vous, il n'y a pas de fonds de remboursement. Juste question, est-ce que vous ne courez pas un risque médiatique de ne pas en avoir ? Parce que les 3, ils en ont. Donc, à la rigueur, si jamais ça ne marche pas, ils pourront dire on a fait les efforts et c'est la faute au marché. Vous dites, grosso modo, on n'y va même pas. Je reviens sur les différentes classes d'actifs. Sur le bureau aujourd'hui, mettre en place un fonds de remboursement, ça veut dire vendre avec des décotes complémentaires. Donc des décotes qui sont très significatives. Donc est-ce que c'est l'intérêt des porteurs de parts de façon globale ? Non. C'est la raison pour laquelle, à l'instant T, nous ne mettons pas en place des fonds de remboursement. Je ne dis pas que quand le marché va offrir un peu plus de liquidité, nous ne le fassions pas. Et nous traitons les problèmes de liquidité différemment, et notamment sur le marché gré à gré, pour permettre d'assurer plus de liquidité et de trouver des solutions sur cette partie-là. Après, je n'ai rien d'autre à rajouter à ce que Philippe a indiqué. Très clairement, on tient nos engagements. Et donc, quand on a de la dette et quand elle est sur des montants très limités à taux variable, on rembourse en premier la dette. Les CAPEX, notamment dans le cadre de la politique ESG, pour nous, c'est toujours une grande vigilance. Et on a toujours maintenu des montants de CAPEX significatifs et on va continuer à le faire. Et après, bien évidemment, ça sera le fonds de remboursement, le moment venu, au moment où le marché le permettra, sans détruire l'intérêt des porteurs de parts. Antoine Aubry, la stratégie chez vous, donc j'ai compris que le sujet du fonds de remboursement était réglé, il était déjà doté. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent. En pratique, donc quand on a de l'argent dans vos sessions, vous m'avez dit que vous en faisiez pas énormément, on a plutôt tendance à l'utiliser pour quoi ? Alors, priorité numéro 1, le dividende. Donc, bien évidemment, être toujours là où nous attendent nos clients. Donc, c'est payer ce dividende. Et deuxième priorité, sécuriser ce dividende. Et donc, c'est faire tous les actes de gestion nécessaires pour pérenniser les loyers, améliorer les immeubles et éventuellement même faire des investissements pour relever aussi ce revenu. Vous nous avez dit, Eric, tout à l'heure, la stratégie du dividende également. Ça veut dire que ça impacte le choix des immeubles qu'on vend. Il faut des immeubles avec de la plus-value comptable pour avoir de la plus-value distribuée. Vous avez, on vit une période un petit peu exceptionnelle et un changement de cycle, mais notre travail continue année par année et comment gérer les immeubles et comment se séparer des immeubles qui ont une contribution insuffisante à la performance du fonds. Donc c'est un travail que nous faisons régulièrement. Donc, et au contraire, je dirais, nous sommes encore plus vigilants dans des périodes de tension que nous connaissons aujourd'hui pour pouvoir faire le travail. Et c'est notamment ce que font les équipes d'asset et les équipes du fonds. Pour répondre à votre question, en ce qui concerne la liquidité et ce qu'on fait des arbitrages, la priorité chez Perial, c'est la relance des fonds. La relance des fonds, c'est quoi ? C'est la liquidité, comment assurer la liquidité. Et donc, nous sommes également en train de réfléchir à des fonds de remboursement pour pouvoir, je dirais, épurer ces marchés de liquidité, parce que on voit bien que les conseillers en gestion de patrimoine regardent également le taux de liquidité des fonds gérés. Notre dette est maîtrisée, on n'a pas y touché. Les travaux sont provisionnés également, donc on n'a pas y touché. Et la priorité, c'est de relancer les acquisitions. Il y a des opportunités sur le marché à l'heure actuelle, et il n'est pas normal que les fonds existants n'en profitent pas. Et donc, c'est notre objectif premier, c'est de pouvoir acquérir des nouveaux actifs à des taux de rendement qui sont nettement supérieurs à la performance moyenne des fonds. Alors, un point sur maintenant, on passe sur les valeurs de part. Il y en a qui ont bougé depuis notre dernière émission, il y en a qui n'ont pas bougé, donc on va commencer par ceux qui ont bougé.
chez Primonial. Qu'est-ce qui s'est passé en début d'année ? On a une baisse des prix de parts, notamment sur la partie bureau. Aujourd'hui, quand j'essaie de me projeter, et je passe pas mal de temps notamment avec les experts immobiliers, je pense que sur le bureau, tout le chemin n'a pas encore été fait en termes de valeur d'expertise. Sur les autres classes d'actifs et l'immobilier alternatif, pour avoir discuté avec un grand nombre d'experts, je pense que c'est plus le cas. On a aujourd'hui une visibilité et une prime de risque sur la santé, sur le résidentiel, sur le commerce, qui est suffisante et qui permet d'envisager en tous les cas beaucoup plus sereinement les prochains mois sur ces classes d'actifs. Antoine Aubry, premier trimestre chez Amundi, nouvelle baisse de parts. Oui, alors effectivement, on a une variation des parts qui ne faisait que refléter la variation de l'immobilier qu'on a vu sur la fin de 2023. Qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui est radicalement différent de ce que l'on a pu vivre en 2023. C'est-à-dire que oui, on voit encore un peu de tension sur les valeurs immobilières, notamment sur les actifs de bureau, mais de façon beaucoup plus limitée que ce que l'on a vu en 2023. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, il faut être attentif sur les évolutions des marchés. Bien évidemment, il faut attendre avec beaucoup d'impatience les déclarations de Madame Lagarde jeudi prochain pour en faire des décisions pour l'avenir. Eric Cosra, vous n'avez pas bougé, pourquoi ? On n'a pas bougé parce qu'on a bougé en 2023. Donc on a bougé en septembre 2023. Nous avions anticipé les baisses de valeur d'expertise de fin d'année. Et donc nos valeurs d'expertise sont bien dans les tunnels de la SCPI. Et donc nous n'avons pas eu ce sujet à faire donc en début d'année. Maintenant, nous allons procéder à l'expertise de juin. C'est un acte de périale parce que nous devons à la fois la vérité et la transparence à nos associés et au marché. Et donc, pour l'instant, il est encore trop tôt pour vous dire où en sont les valeurs d'expertise. Mais je partage l'avis de Laurent, c'est-à-dire qu'on a l'immobilier n'a pas encore complètement, au dire des experts, complètement purgé. Le gros a été fait, mais il reste encore des baisses à intégrer, en sachant qu'on parle de valeur d'expertise et qu'on ne parle pas de valeur de part. Ok. Philippe, chez vous, premier début d'année 2024 sur la Française, les valeurs de part ? Alors, on n'a rien bougé. On a, comme le rappelait tout à l'heure Laurent, on a ensuite près les expertises. On va avoir des expertises à mi-année. On a ce sentiment, effectivement, dans les premiers retours que nous avons, que l'immobilier de bureau pourrait continuer à effectuer quelques corrections, probablement pas du tout dans l'ampleur de ce qu'on a connu l'année dernière, mais finalement, on a tous attendu pendant ce premier semestre la baisse des taux qui n'est pas intervenue. Donc, les experts ont travaillé sur ce premier semestre sur finalement des taux bancaires qui n'ont pas, les taux des banques centrales qui n'ont pas bougé, et donc cette correction certainement aura lieu sur l'ensemble des patrimoines tertiaires. Donc en ce qui concerne la française, on a été parmi ceux qui ont quasiment pas bougé leur valeur de part parce qu'on a fait jouer à plein l'amortisseur du moins 10 plus 10, si je peux dire, parce qu'on avait des expertises extrêmement conservatrices. Voilà, et donc on va voir ce que ça va donner. J'ai pas encore les éléments sur le 30 juin, mais en tout cas, mon sentiment, c'est qu'on a, comme le disait Laurent, un atterrissage sur les valeurs tertiaires, sur l'immobilier tertiaire, et notamment de bureau, pardon. Par contre, probablement déjà cette correction est déjà terminée sur un certain nombre d'autres actifs, et aussi sur l'étranger, où ça a été abordé un tout petit peu par Laurent tout à l'heure. C'est vrai que nous, on a déjà nos chiffres allemands et hollandais et anglais notamment, même si les anglais les donnent au dernier moment, on a plutôt le sentiment que la baisse est terminée. Ok, juste une question. Jeudi après-midi, vous avez prévu de regarder Christine Lagarde, c'est important ? Je suis pas certain que je le regarderai parce que le résultat est attendu, moins 25%, moins 25 points de base, pardon, sur la baisse. Ce qui est important, c'est les messages pour la suite, parce que je pense que cette première baisse, elle est anticipée, elle changera pas grand-chose. En revanche, c'est le rythme et la cadence et les amplitudes des baisses suivantes et de ce que fera la Fed de son côté. Les signaux mondiaux sur l'économie sont plutôt encourageants sur la reprise, ils sont moins encourageants sur le tassement de l'inflation, si je peux le dire rapidement. Laurent, votre position, on a évoqué le fait qu'on fasse des expertises de mi-année. Eric nous l'a annoncé, Philippe nous l'a annoncé. Vous faites des expertises de mi-année, vous ? Bien sûr, bien sûr. Nous n'avons pas encore les quelques premiers retours, notamment sur la santé.
qui sont plutôt bons, parce qu'il n'y a pas de correction. Il y a une légère correction au premier trimestre. Il n'y en aura pas, je pense, sur la base des expertises au 30 juin. Donc oui, on fait des expertises et on les attend. Encore un petit peu trop tôt pour donner une tendance. Mais je pense que ce que Christine Lagarde va annoncer, plus il faut qu'on remette de la confiance dans le marché immobilier. Et pour ça, on a besoin de quelques transactions significatives pour que l'ensemble des intervenants et des investisseurs se disent « ça y est, on est au point bas, on peut redémarrer ». Et ça, je pense que c'est pour fin de cette année, fin 2024. Ok, donc on n'a pas eu le redémarrage traditionnel du marché immobilier après le MIPIM. C'est clair. faudra Malheureusement. Faudra attendre 6 mois. Antoine Aubry, il y aura des expertises demi-année. Vous les avez lancées ? Non, pas pour le moment. Alors, on n'a pas encore arrêté nos décisions parce que on a déjà beaucoup corrigé nos valeurs jusqu'au début de cette année et qu'aujourd'hui, en fait, on suit les évolutions, notamment sur notre véhicule OPCI qui est en valorisation trimestrielle. Et c'est vrai que la teneur du message de Madame Lagarde, autant que l'action qu'elle pourrait décider, va être pour nous aussi un véritable facteur déterminant sur ce que l'on va faire cet été. Et en 2 mots quand même, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Les taux courts ou les taux longs ? Parce que tout à l'heure, on avait Florent Vabon avec qui on échangeait, qui nous évoquait un scénario où il disait les taux courts vont fortement baisser, mais les taux longs, c'est pas évident. Je pense que c'est la prime de risque. Quand on regarde aujourd'hui, c'est clairement, et moi j'ai toujours appris ça, aujourd'hui, regardez l'OAT, et malheureusement, avec la dégradation de la note de la France, l'OAT est légèrement remontée, à peu près 20 bips, et c'est en fait la différence entre ce qui est aujourd'hui le rendement sans risque, cette OAT, et la rémunération du risque immobilier. Et je pense que sur des classes d'actifs comme la santé, notamment, on a une prime de risque qui est bien configurée. Sur le bureau, aujourd'hui, est-ce que la prime de risque est suffisamment aujourd'hui calibrée ? On le voit bien. Sur des bureaux prime, oui. Sur des bureaux dans un marché secondaire, pas complètement encore. D'où cet ajustement qui va avoir lieu encore. Philippe, je viens vers vous justement sur ce sujet des bureaux. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une chance par rapport à une vieille crise dont on se rappelle, qui était entre guillemets la grosse précédente ? C'est qu'en fait, il y a peu de production de bureaux aujourd'hui et que le marché n'est au moins pas déséquilibré par énormément d'offres neuves qui rentrent. Je voyais même des stats où le stock de bureaux global exploitable en Ile-de-France est plutôt en train de légèrement décliner. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, là, juste un petit élément un peu pessimiste, c'est que le stock de bureaux vacants neufs et pas neufs n'a jamais été aussi élevé en Ile-de-France. Donc, si on regarde juste le marché de l'Ile-de-France, c'est beaucoup plus régulé en province, d'ailleurs, sur les métropoles provinciales. Donc, on a un stock quand même important. La part du neuf a effectivement diminué. Ça, c'est un élément de correction de marché qui est salutaire. Malheureusement, nos amis promoteurs sont dans la souffrance aujourd'hui sur la production de bureaux. C'est inaudible. Donc, du coup, les stocks commencent à ralentir sur le bureau neuf, mais on a à faire face finalement à un stock d'immeubles existants dont beaucoup d'entre eux ne reverront plus de locataires. Et le vrai sujet, c'est le repositionnement de ces actifs-là. Alors, on parlait valeur, mais il n'y a pas que la valeur. Il y a également leur repositionnement et leur future utilité dans le paysage, je dirais, immobilier français. Et leur utilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va les transformer en habitation ? Est-ce que c'est vraiment crédible de transformer du bureau en habitation ? Parce que c'est pas construit pareil. Non, mais c'est une question complexe, mais oui, bien sûr, il y a un certain nombre d'immeubles dits de bureaux qui peuvent être transformés en logement, pas tous, mais ça peut être autre chose que du logement, ça peut être du commerce, ça peut être de l'entrepôt, ça peut être des locaux des locaux médicaux, on peut dire, ça peut être d'autres choses, mais ensuite. Quand on a réglé éventuellement le problème technique, on a après d'autres problèmes qui sont les problèmes de la relation avec on va dire les autorités locales sur les autorisations de construire ou pas de construire. Donc il y a un vrai travail à faire en profondeur sur ces sujets-là. Cette entreprise, je crois que chacun de nous amène sa pierre à l'édifice, mais pour l'instant, on n'est pas sur des volumes qui permettront de résoudre et de résorber cet ensemble d'actifs qui ne reverront plus de locataires bureaux. Ok, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. J'ai encore 2-3 points que je voudrais qu'on aborde. On a parlé des sujets de liquidité, on a parlé des sujets de valorisation. J'ai entendu les messages qui consistaient à dire on est sensible. La bonne nouvelle, c'est qu'on va rentrer dans un cycle de baisse des taux d'intérêt avec les annonces que devrait faire Christine Lagarde, même s'il faudra être vigilant au discours. Donc ça, c'est un point positif
mais malgré tout, il y a éventuellement encore un peu de potentiel de baisse sur la partie bureau notamment. Je voudrais qu'on parle, puisque les SCPI, il y a quand même plein de gens qui souscrivent ça d'abord pour avoir des revenus. On est au mois de juin, on a 5 mois de recul derrière nous. Donc, petit état des lieux très 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 rapide les uns et les autres. Grosso modo, quid des occupations, quid des recouvrements de loyers et grosso modo, où en sont vos fourchettes de distribution et que vous aviez annoncé et où est-ce que vous en êtes? Vous vous dites, on les tient pas, on ira plutôt vers le haut, plutôt vers le bas. Éric Costra. C'est quand même la bonne nouvelle de l'année, c'est que on a des recettes locatives qui se tiennent plutôt bien. On a un marché locatif qui est assez atone, au premier trimestre aussi. Donc quand l'immeuble est vacant, il a du mal à retrouver preneur. Mais quand la majorité, et ce qui est le cas dans les fonds périales, les immeubles sont occupés, donc les locataires payent et on n'a pas de sujet, donc on a un taux de recouvrement élevé et donc on n'a pas de sujet. Et on a plutôt nous resserré la fourchette d'objectifs qui était prévu en fin d'année dernière, et donc on est dans une situation meilleure que anticipée donc en fin d'année dernière. Ok, donc meilleure visibilité. Antoine Aubry. Pareil, aucune alerte du côté de nos locataires, et donc on réitère notre objectif de payer le même dividende. Laurent Fléché. On a une politique toujours très vigilante au moment des acquisitions sur la qualité des actifs qui est en train de payer, et on le voit. Taux d'occupation moyen, plus de 94%, des taux d'encaissement qui sont supérieurs à 96% sur l'intégralité du patrimoine, et qui nous permet d'avoir une grande visibilité et maintien des distributions. Philippe Depoux. Alors, tout pareil, donc maintien des taux d'occupation et maintien des distributions. Je rajouterais peut-être le petit commentaire suivant. Je trouve que nos locataires, d'abord nos asset managers sont à fond sur la gestion locative. Ils font que ça, ils s'occupent plus des ventes. Les ventes sont faites par les équipes acquisition de façon à concentrer nos asset managers sur la gestion de la pérennité du revenu locatif, et ça marche. Et simplement, ma petite remarque, c'est que je trouve que les locataires sont commencent à avoir une idée assez claire de l'ajustement des surfaces dont ils ont besoin suite au télétravail et au flex office. Et donc, on a aujourd'hui des gens qui sont beaucoup plus informés et beaucoup plus décidés sur ce qu'ils veulent faire sur leur surface. Et nous, ça nous permet d'entamer des discussions avec eux 1 an et demi à 2 ans avant l'échéance de leur bail pour mettre personne dans la seringue et justement gérer cette transition douce pour le coup. L'utilisation des bureaux d'avant et l'utilisation des bureaux d'après. Ok, donc je conclue de tout ça une meilleure visibilité, même si potentiellement c'est une visibilité qui fait qu'on saura qu'on aura des surfaces qui se libéreront plus tard, mais en tout cas une meilleure visibilité par rapport à ce que l'on avait il y a de cela 6 mois. Petit point très rapide, pour essayer de savoir en fait quand est-ce qu'on va s'en sortir, je me suis dit que j'allais pas vous poser la question, parce que vous allez me dire bientôt la baisse des taux, etc., des arguments que j'ai déjà entendus. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet par un autre prisme. Est-ce que vous prévoyez de lancer de nouveaux produits ? Je me dis pourquoi poser cette question-là comme ça ? Parce que je me dis que si vous dites que vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure de faire de nouveaux produits, c'est que commercialement, vous dites que le marché peut répondre et donc que l'environnement aura changé. Antoine Aubry, est-ce que vous réfléchissez à de nouveaux produits et est-ce qu'ils sont disruptifs par rapport à une gamme chez vous qui est quand même principalement orientée vers des SCPI diversifiés à forte connotation bureau? Alors oui, bien sûr, on pense à lancer de nouveaux produits parce que le contexte actuel peut revêtir des opportunités d'investissement. Et donc effectivement, on a l'objectif sur la deuxième partie de l'année de lancer à minima un nouveau produit qui serait effectivement, alors toujours sur un objectif diversifié, mais avec une approche de localisation un peu différente de ce que l'on fait actuellement. Laurent Fléché. L'innovation a toujours été au cœur de nos préoccupations et on le voit bien, on était les premiers à lancer la santé par exemple, avec notamment Primovie. Donc on réfléchit à un produit innovant et différenciant et on l'annoncera, je pense, à la rentrée tout début septembre. D'accord, donc ça veut dire que tout début septembre, ça veut dire qu'on est très très avancé dans le process. Philippe Depoux. Alors, je répondrai en disant que nous travaillons dans notre gamme. On a une gamme complète. Donc, il faut réfléchir quand on lance un nouveau produit à ne pas cannibaliser et à brouiller le message sur les véhicules existants. Donc, je dirais que nous avons nos véhicules traditionnels existants SCPI qui sont des véhicules
de rendement sur la durée et très résilient sur la distribution et sur la réaction aux valeurs immobilières. Et puis d'autre part, donc cette réflexion sur des nouveaux produits. Donc nous aussi, nous avons une SCPI sur laquelle nous allons communiquer, une nouvelle SCPI sur laquelle nous allons communiquer à la rentrée. Donc les choses sont tout à fait avancées et on est plutôt sur du tertiaire vertueux en métropole. Éric Cosserin. Alors nous, on a 2 axes cette année. D'abord, la consolidation des fonds existants. Et nous avons 2 produits qui sont en gestation. Donc une SCPI dont on a déposé l'agrément à l'AMF et un FCPI également, donc un produit value add. Les 2 produits étant pour pouvoir bénéficier de la reprise du cycle. Ok, donc très clairement, ça vous positionne, vous dites que la rentrée va être un moment important. Dernière séquence qu'on va faire rapidement, mais on va assumer d'être l'émission de la place, d'être regardé par tout le monde et de toujours essayer de pas simplement gérer le quotidien, mais essayer de réfléchir un peu. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques petits débats, on va dire, aujourd'hui entre distributeurs, sociétés de gestion, régulateurs, etc., sur ce qui se passe sur les SCPI et l'avenir des SCPI. Donc ma question, elle est simple. Si pour vous, vu une crise qui est quand même réelle, si pour vous, il y a un truc à changer, à améliorer, ce serait quoi? Philippe Depoux, je commence avec vous. Vraiment autour de comment assurer la meilleure liquidité possible entre petits porteurs et gros porteurs. Ça a été évoqué tout à l'heure. On tourne autour, chacun prend des initiatives, mais il n'est pas normal que des gens qui sont des petits porteurs et qui ont des vrais besoins de sortie ne puissent pas le faire parce qu'ils se retrouvent encerclés par d'autres gros porteurs, je dirais, qui n'ont pas ni les mêmes urgences ni les mêmes besoins. Donc il faut vraiment qu'on travaille autour de ça et qu'on le stabilise. Donc je note, le sujet, c'est pas seulement le sujet de la liquidité, c'est l'équilibre de la liquidité entre petits et gros porteurs. Si je raisonne d'un point de vue technique, c'est le sujet de l'eurodatage des ordres, notamment qui fait que le premier est arrivé et que le gros porteur, aujourd'hui, c'est lui qui est le premier qui est arrivé. Antoine Aubry, votre réflexion? Alors je pense que favoriser la cohabitation entre marché primaire et marché secondaire, c'est effectivement... La liquidité est un point et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire évoluer le produit pour que ces 2 marchés cohabitent beaucoup mieux. Éric Cosserin? Alors d'abord, la SCPI est un produit extrêmement résilient qui a traversé toutes les crises. Elle s'est beaucoup et elle a beaucoup évolué. Il reste encore beaucoup de choses à faire, y compris dans la gestion immobilière et dans l'adaptation de ce produit à la concurrence des autres produits d'épargne. Mais je rejoins mes confrères. Le sujet, c'est la liquidité, l'aménagement, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution de la réglementation depuis la crise des années 95. Et ça, c'est pas normal que dans un produit dont on doit assurer la liquidité aux associés, la réglementation n'a pas évolué. Laurent Fléchy? Je reprends ce qui a été dit, mais je vais aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que pour avoir cette liquidité, je pense qu'il y a une chose qui est assez simple à faire modifier. C'est de mémoire, je crois, l'article A131.3 du Code des assurances. Exactement, qui permet d'avoir des valeurs au moment du retrait qui soient équivalentes, que vous soyez en assurance vie ou que vous soyez en direct, en compte titre. Et là, je pense qu'on aidera et on favorisera la liquidité sur le produit SCPI, et ça serait une bonne chose. Et c'est un seul article à modifier. Je crois savoir qu'il est sur le bureau de la direction du Trésor. J'espère. Puisque, en plus, c'est une caractéristique, c'est que c'est un A. Donc, la caractéristique dans un texte de loi d'un A, c'est que c'est un arrêté, ce n'est pas un L. Donc, il ne faut pas une loi pour le changer. Ce n'est pas un R, c'est-à-dire un texte réglementaire, c'est un A. Donc, c'est un arrêté. Je crois qu'il est effectivement sur la direction générale du Trésor. La question, c'est qu'est-ce qui va en sortir? Et ça, c'est un autre débat. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir été avec nous. On se retrouvera donc pour la prochaine émission de mémoire, c'est au mois de novembre. On sera d'ailleurs dans une configuration différente puisque on aura le fameux nom qu'on attend le 1er septembre. Vous connaissez tous les... Merci en tout cas. On continue tout de suite. C'est à l'affiche.